Nous sommes en août, ce mois où tout le monde se rue vers les plages pour cuire sous le soleil, coincé entre des hordes de vacanciers aussi rouges que des homards. Les embouteillages sont interminables, les plages surpeuplées, et pourtant on persiste à appeler ça des vacances. Je suis à SM6 et ce mois d'août, c'est la fin de mon contrat d'apprentissage et aussi la fin de mes études. Ça veut dire deux choses, plus d'argent et un emploi du temps aussi libre qu'un chien sans laisse et aussi incertain que la météo du Morbihan. Ce qui ne change pas en revanche, c'est ma passion pour tout ce qui roule avec de l'essence, que ce soit avec 2 ou 4 roues. C'est pour ça qu'en attendant de trouver du travail, je vais m'essayer aux vidéos sur l'automobile et la moto. Parce que quitte à être coincé quelque part, autant que ce soit derrière un volant ou un guidon, plutôt que la télé. Et vu qu'il faut commencer par quelque part, je vais vous présenter ma moto actuelle, une Honda CBR 600 RR de 2008. Appréciée par tous, que ce soit pilote ou motard, beaucoup disent de regretter l'avoir vendue. En même temps, avec son moteur qui rugit à 15 000 tours minute et sa simplicité d'utilisation, c'est pas vraiment étonnant. Ah, la Honda CBR 600 RR, une bête née de la rivalité japonaise où chaque constructeur voulait avoir la meilleure machine 600 cm3 de la planète. Imaginez la scène, c'est le début des années 2000, Honda se balade avec sa CBR 600F, une moto déjà adorée par les amateurs et la compétition. Mais voilà, ça ne suffisait plus. Honda décide alors qu'il est temps de sortir l'artillerie lourde. Et si, se disent-ils, on prenait tout ce qu'on sait de la MotoGP et qu'on le mettait dans une moto que n'importe qui peut acheter. Et c'est en 2003 que le premier modèle débarque, une sorte de samouraï moderne avec un moteur 600 cm3 qui hurle comme un loup sous pleine lune. Le châssis dérivait directement de ce qu'Honda faisait en MotoGP, il vous donnait l'impression de rouler sur des rails. C'était une machine faite pour la piste mais homologuée pour la route. Adieu le confort et la praticité, juste assez civilisé pour ne pas vous attirer les foudres de la maréchaussée à chaque sortie. 2 ans plus tard, en 2005, Honda revient avec quelques ajustements. Rien de bien révolutionnaire, mais juste de quoi rendre la machine un peu plus agile et un peu plus rapide, parce qu'après tout, pourquoi pas. Le châssis est encore plus précis, la puissance légèrement boostée et la fourche avant améliorée pour que vous ayez plus de retour sur la route. Pas de bouleversement, mais un perfectionnement de ce qui était déjà une moto redoutable. Et puis arrive 2007, là Honda décide de tout changer. Le poids d'abord, ils l'ont tellement réduit que vous commencez à vous demander si la moto va pas s'envoler au premier virage. 155 kg à sec, ça avait marqué les journalistes à l'époque. Le moteur, plus puissant et robuste bien sûr, avec une réponse à l'accélération qui vous colle un sourire idiot sur le visage. Et le châssis, encore plus rigide avec les dernières avancées en MotoGP, la géométrie et la position de conduite ont bien changé. En 2009, Honda se dit qu'il est temps d'introduire un petit peu de sécurité, mais sans sacrifier le plaisir. Alors ils ajoutent un ABS combiné en option. C'était un choix, plus ou 9 kg sur la balance ou pas. Le modèle 2013 est la dernière grande mise à jour avant une longue pause. Ce n'est pas juste une refonte, c'est un adieu en fanfare. Une nouvelle carrosserie plus fluide, une fourche à big piston pour un feeling encore plus précis, et des freins retravaillés pour un mordant encore plus saisissant. Pas d'électronique superflue ici, juste de la pureté mécanique dans toute sa splendeur. Une machine qui reste fidèle à son ADN de sportif sans compromis. Et puis, en 2021, juste au moment où tout le monde pensait que la CBR 600 RR avait été reléguée au rang de légende, Honda nous sort un Joker, une version modernisée, pleine de gadgets électroniques pour faire plaisir aux puristes du XXIe siècle, contrôle de traction, mode de conduite et un écran TFT qui vous donne toutes les infos. Le moteur est conforme aux normes d'émission actuelles, mais conserve ce rugissement sauvage qui fait tout le charme de la CBR. Un retour en force pour une icône qui n'avait jamais vraiment quitté nos cœurs, dans un secteur boudé par les constructeurs depuis 10 ans maintenant. Si on revient en 2007, Honda nous pondait cette masterclass de super sport. Comme j'ai dit auparavant, elle fait 155 kg à sec pour à peu près 180 à 185 kg tout plein fait, soit le poids d'une MT-07. Tout ça pour la bagatelle de 120 chevaux et 66 Nm de couple. Sur ce modèle en particulier, il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, ce qui se voit le plus, une peinture personnalisée dans les tons violet et mauve. Ensuite, il y a des durites aviation, ici, à l'avant et à l'arrière qui n'étaient pas de série. Ça donne plus de mordant et plus de durabilité au freinage. Ensuite, il y a un tirage rapide qui divise par 2 la rotation de la poignée à l'accélération, des clignotants et des rétroviseurs plus modernes, une bulle fumée en noir, ainsi que un phare intégré à la coque arrière et un support de plaque qui va bien, parce que d'origine tout était suspendu en dessous du silencieux, ce qui était vraiment pas très joli. Et pour finir, il y a un slip-on Scorpion uniquement. Il y a encore le catalyseur. Et elle est équipée de Pirelli Super Corsa presque mort que je vais changer la semaine prochaine. Enfin bon, tout ça, ce ne sont que des spécifications, des chiffres. Elle n'a pas été conçue pour parler à côté d'elle ni faire joli dans un showroom. Non. Elle a été conçue pour une seule chose et une seule chose seulement, la rouler.
concernant la position de conduite, elle est purement sportive, avec un mais. Car oui, comparé à toutes ses concurrentes, c'est celle qui a la position de conduite la plus confortable. Pour avoir eu une Triumph 675 Daytona, je peux vous garantir qu'on est mieux loti ici. Et ça s'explique par le fait que pour cette année-là, enfin ce millésime-là, Honda a décidé de rehausser les demi-guidons à hauteur de tête fourche. Donc je ne suis pas posé comme ça, je suis vraiment à hauteur de tête fourche. Si on ajoute à ça le fait que les fesses soient au même niveau que les mains, et ben on a une position très confortable. Donc par exemple avec un pote on est parti en road trip de 2500 km dans les Alpes et j'ai eu mal à partir de la 4e, 5e heure. C'est pour dire à quel point que on ne subit pas à bord de cette moto. La selle, elle, est pas confortable, mais c'est pas une planche en bois non plus. Et les cale-pieds, eux, sont assez hauts quand même et un petit peu reculés. Voilà, ça va avec l'ADN de sport. Ça tombe très bien sous la main. Sous le pied, on va plutôt dire. Ensuite, le tableau de bord, lui, est très simple, un peu comme le reste de la moto au final, avec un compte-tours, la vitesse, les clignotants, la température et les tripes A, B ainsi que le kilométrage. La seule petite chose qui est en plus comparée à ses concurrentes, c'est la jauge à essence. Mais le reproche que je lui fais, c'est qu'il n'y a pas de témoin de rapport engagé. C'était l'un ou l'autre, je crois. Quand je disais que c'était simple, je peux parler aussi de la moto en entièreté, parce que cette moto n'a pas d'ABS, n'a pas de traction control ni d'anti-wheeling, elle n'a rien du tout. Donc c'est vraiment un feeling pur, enfin une conduite pure, retour aux essences de la moto. Ensuite on peut parler du cœur battant de cette moto, le moteur. Donc celui-ci, souvent décrié parce que ça n'a jamais été le plus puissant à un moment donné. La CBR a toujours été un cran en dessous. Mais après, qu'on se le dise, ça reste largement suffisant pour la route. Et même si on oublie les moteurs à 3 cylindres du type MV Agusta et Triumph, c'est celle qui a le plus de couple en bas, du moins au ressenti. La plage de régime, elle, est digne d'une Super Sport, donc 15 000 tours minute, dans lequel il y a plusieurs coupe-pieds. Il y en a un à 7500 tours, il y en a un à 10 000 et l'autre dans les 12 000 je crois. Et voilà, ce qui m'avait étonné comparé à la Triumph, c'est que même s'il reste que 2000 tours minute, elle va toujours avoir la même puissance qu'à 10 000 tours minute. Et ça, c'est quand même fort. Je n'avais pas ça sur la Triumph. Et puis comment parler du moteur sans parler du son? Il est quand même incroyablement long. Efficace quoi. Voilà, c'est mon tout premier 4 cylindres. Et au début, j'avais peur qu'il y ait très peu de couple en bas. Moi qui venais d'un bi, d'un mono, même d'un 3 cylindres, j'avais vraiment peur de ce manque de couple en bas. Mais avec le tirage rapide, au final, ça gomme pas mal cet effet-là. Certes, il faut changer un petit peu sa conduite. Ça n'a pas autant de reprises qu'un 790 Duke par exemple, mais c'est largement suffisant pour pouvoir se démener de plusieurs situations difficiles quoi. Sinon, pour parler de la protection au vent, elle reste assez décente pour une Super Sport. Elle est au même niveau qu'un GSX R 600. Pour parler de la tenue de route, c'est du Honda en mode Total Control. Dès que vous la conduisez, vous avez l'impression que ça fait 1 an qu'elle est dans votre garage. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Dès que vous commencez à tourner dans les virages, etc., vous vous rendez compte de son agilité et surtout de sa maniabilité qui vous feront sourire comme un enfant lors de son premier manège. Par contre, dès que vous commencez à tâter la route un petit peu fort, à essayer de chercher les limites, il faut quand même y aller étape par étape et garder la tête froide parce qu'une surprise est quand même vite arrivée. Concernant les suspensions, elles sont entièrement réglables, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est-à-dire que vous pouvez la peaufiner en fonction de votre poids, de votre style de conduite et même de vos pneus. Elles sont fermes comme une sportive doit l'être, avec quand même une très bonne qualité d'amortissement. Ça veut dire que si un nid de poule, elle va pas vous décalquer et déplacer tous les os juste parce que c'est trop ferme. Donc ça c'est quand même agréable. Et ensuite le freinage, l'avant, grâce au Duritavia qu'il y a en plus, le freinage est très endurant. C'est pas extrêmement mordant, il y a une course quand même assez grosse,
mais on va dire qu'il ne va jamais perdre de son endurance. Puis le frein arrière, lui, il est presque inexistant, donc il n'y a pas de question à se poser. Et pour aller avec les suspensions, Honda a mis 2 séries, un amortisseur de direction qui est ici, pour éviter tout guidonnage surprise. Je crois que je l'ai déjà dit, mais le son, j'étais pas particulièrement fan du son du 4 cylindres, mais maintenant que j'en ai un, c'est quand même, surtout à partir de 7500 tours minute avec ce silencieux Scorpion. J'aime bien. Ça va bien dans les aigus, donc jusqu'à 15 000 tours minute. Et c'est juste passer même juste passer ces vitesses à 7500 tours minute, au mode chill, on avance tranquillement, c'est parfait. Pas besoin d'aller chercher les 15 000 tours minute pour avoir du bon son, juste c'est très voluptueux, très hypnotique, très voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Concernant le design, eh ben, c'est un peu l'ego et les couleurs, ça se discute pas trop, mais en vrai, quand on y regarde bien, c'est une moto qui a 18 ans aujourd'hui. 18 ans. Et si je lui mets des phares LED, elle peut sortir demain en concession. Donc ce sera à vous d'en juger, mais avec la petite peinture personnalisée et le pot sous la selle, j'aime bien. Dans l'ensemble, je crois que vous l'avez compris, j'aime bien cette moto. Je l'aime bien pour son look, son moteur. Et je pourrais même utiliser un gros mot pour définir une sportive polyvalente. Parce que c'est vrai, entre les trajets au boulot sur l'autoroute et l'école de montagne qu'on a pu faire cet été, la moto, elle l'a fait sans broncher et tout ça avec la banane derrière le casque. Donc, pareil, ce sera à vous d'en juger, mais pour moi, cette CBR, c'est un gros pouce en l'air. Et je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao!